Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe cette semaine. James Langlois, Laurence Godin-Tremblay et Benjamin Boivin. Bonjour à vous 3. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, ensemble, nous reviendrons sur la semaine de prévention du suicide. Nous entendrons aussi l'édito de Laurence Godin-Tremblay sur la théologie de la charité du vice-président américain J.D. Vance. J'ai hâte d'entendre ça. Et nous discuterons ensemble du mouvement populaire de boycott des entreprises américaines qui se lève au pays. Allez-vous quitter Netflix pour résister à Donald Trump? Mais tout d'abord, on commence avec la question brise-glace cette semaine. Quelle était votre matière préférée à l'école? Laurence, toi, tu as toujours été une petite nerd, j'imagine. Oui et non, c'est-à-dire, ma matière préférée, c'était physique, le cours de physique au secondaire. En secondaire 5, j'étais même allée en sciences nature au cégep, convaincue que j'allais finir en physique théorique. Mais mon prof de physique, Denis Bourret... T'as jamais vraiment voulu avoir une job, dans le fond, que ce soit en physique ou en physique? Ça a toujours été très théorique, mes affaires. Mais je me souviens de mon prof de physique, Denis Bourret m'avait dit « Ce que tu cherches, Laurence, ce n'est pas la physique, mais la métaphysique. Écoute dans tes cours de philosophie, écoute. » Et je le salue parce qu'il avait raison. Finalement, c'était ça qui m'intéressait. La physique et la métaphysique pour Laurence. Et toi, Benjamin? Ben moi, j'ai beaucoup aimé les cours d'histoire jusqu'au moment où, en français, on a arrêté d'avoir de la grammaire puis on a commencé à lire des livres. Puis à ce moment-là, c'est devenu le français, mon cours préféré. Ouais. OK. Et toi, James? Moi, au primaire, c'était les temps libres. C'est pas une matière. Au secondaire, je dirais que c'est plus... Les périodes récompenses, comme on appelle. Exactement. L'éthique et culture religieuse, puis au cégep, la philo. Ouais. Ah, OK. Moi, au secondaire, on avait des cours de créativité. J'ai eu ça aussi. On est allé à la même école secondaire. On faisait de l'impro, on inventait des jeux de société. OK. Le professeur sortait un objet dans la classe. Il fallait que les 30 élèves fassent un mime en utilisant l'objet d'une manière différente, des choses comme ça. Donc, J'aurais haï ça. J'ai de la salue la compassion pour tes polyvalente, congénères de l'époque. Moi, j'ai beaucoup aimé, 10 ans plus tard, parce que je suis plus jeune, à la polyvalente Neuchâtel. Ça a dû te donner une belle créativité aujourd'hui. Ah oui, c'est ma plus grande force. Voilà, on y va tout de suite avec cette émission. La semaine de prévention du suicide 2025 suit son cours jusqu'au 8 février. Une campagne qui sera marquée spécialement sur le thème de l'importance de la prévention. James Langlois, où en sommes-nous au Québec avec cette réalité qui nous fait perdre encore 3 concitoyens par jour? Bien, l'Institut national de santé publique vient de publier un rapport tout récent, Comportement suicidaire au Québec, portrait 2025, puis nous donne nous fait un compte-rendu un peu de la situation. Est-ce que ça va mieux, moins bien? Bien, sous certains aspects, oui, sous d'autres, non. Plongeons dans ces statistiques un peu. Là, ça peut être un peu aride, mais bon, on va prendre le temps. Donc, il semble-t-il que depuis 1999, c'est en baisse. Là. Par exemple, on dit qu'on rapporte ces taux-là sur un taux relatif par rapport à 100 000 habitants. Donc, on serait passé de 13,2 en 2022 à 11,4 en 2023, ce qui est une variation. Là, on est passé de 1150 à peu près à 1002. Là, okay? Ça, c'est les chiffres pour le Canada au complet? Québec. Pour le Québec. Québec. Puis, mais il y a quand même un plateau qui est atteint là, depuis quelques années. Ça ne semble pas vouloir baisser davantage. Donc, il y a d'autres données plus spécifiques au sexe et tout ça. Bon, par exemple, les hommes demeurent vraiment plus touchés par le suicide. On parle, c'est vraiment assez énorme, là, les différences. Donc, 17,4 pour les hommes versus 5,4 pour les femmes. C'est un fait quand même assez connu, dont on parle assez régulièrement. Le taux est même plus élevé chez les hommes de 50 à 64 ans. On parle de 27,3 de ces hommes-là qui passent à l'acte. Bon, les femmes, par contre, consultent plus souvent les services. Donc, globalement, bon, il y a certains bémols qu'on peut mettre. Là. Évidemment, ramener des chiffres en nombre relatif comme ça pose des questions. Parce que si on pense, par exemple, à la population qui augmente, on reçoit aussi au Québec des populations africaines, du Maghreb, tout ça. On sait que c'est des populations qui... de manière générale, c'est reconnu que le taux de suicide est très bas dans ces pays-là. Donc, peut-être que ça peut venir jouer un peu sur ces chiffres. Ensuite, il y a toute la crise des opioïdes qui on sait, fait beaucoup de morts par année. Donc,
quelqu'un qui serait mort ou qui aurait eu une pulsion de mort puis qui aurait consommé de la drogue, qui aurait fait une overdose presque intentionnellement. C'est pas toujours facile de bien classifier la cause de la mort d'une personne qui est dans une situation désespérée comme celle-là. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi avec la montée de l'euthanasie au Québec? Oui, bien exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que on ne parle pas beaucoup des personnes âgées là-dedans, peut-être. Puis il y a des études qui montrent clairement que les causes qui amènent quelqu'un au suicide sont presque pratiquement les mêmes qui amènent quelqu'un à choisir l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire une détresse psychologique, peur de souffrir, peur d'être un fardeau pour les autres, désespoir. Donc, évidemment, toute la montée de l'aide médicale à mourir au Québec fait probablement, d'une certaine manière, disparaître certaines données qui... Certains suicides de personnes âgées. Mais c'est pas pour rien que ça s'appelle un suicide assisté ailleurs, là. Voilà. Ça s'appelait comme ça. Ça, c'est un angle mort dont les... Donc, on ne crie pas victoire trop vite. Il y a une légère amélioration, mais il faut continuer à lutter contre le suicide. Mais après ça, ce qui vient obscurcir un peu le tableau aussi, c'est que le portrait chez les jeunes filles est plutôt alarmant parce qu'en 2022, il y a 9 filles de 10 à 14 ans qui se sont suicidées. C'est un taux qui est supérieur aux années précédentes. Bon, là, c'est quand même un chiffre insuffisant, vous allez me dire. C'est pas un grand bassin, mais il y a quand même une augmentation marquée dans cette tranche d'âge des hospitalisations suite à une tentative de suicide. Là, par exemple, chez les 10 à 14 ans, le taux d'hospitalisation a triplé de 2010 à 2023. Donc, qu'est-ce qui se passe chez les jeunes filles de cet âge-là? Bien, on parle beaucoup de la pression, de l'anxiété de performance. L'image corporelle. L'image corporelle, les réseaux sociaux, tout ça. Donc ça, c'est quand même un aspect plus noir qui vient un peu balancer peut-être l'envie qu'on aurait de se réjouir. Le suicide, c'est un sujet délicat, difficile, tragique même. Qu'est-ce qui peut concrètement nous aider à la prévention du suicide? Bien, justement, le slogan de cette année, c'est « Mieux vaut prévenir que mourir ». C'est quand même un slogan un peu étonnant, qui peut sonner presque macabre, mais vraiment, on tente de mettre l'accent sur le besoin de prévenir et d'aider les gens qui sont dans l'entourage à faire des actes pour intervenir auprès de leurs proches, puis de ne pas avoir peur d'en parler avec eux, puis de l'aborder même de front si c'est nécessaire. Donc, ce qu'il propose, entre autres, c'est évidemment de parler avec ces personnes-là qui auraient des idées suicidaires de ce qui les préoccupe, d'exprimer envers eux notre inquiétude, notre volonté de les aider. Ensuite, de leur poser des questions assez directes sur leurs intentions, puis d'essayer de vérifier le niveau de danger, là. Évidemment, l'encourager à trouver de l'aide ou à continuer ses traitements si c'est une personne qui suit des traitements. Puis là, il y a toute la question. Il y a certaines familles qui sont un peu... qui critiquent ce phénomène-là, mais je dirais qu'ils accusent souvent les hôpitaux ou les centres psychiatriques de laisser sortir les gens trop rapidement. Et je trouve que ça pose une question intéressante. Jusqu'où on peut aller dans les mesures coercitives pour, finalement, empêcher les gens de nuire à leur propre vie? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut les attacher? Tu sais, quelqu'un qui va bien, mais qui... On ne peut pas maintenir les gens de force dans un... Je dirais, il me semble, là, dans plutôt les entourer d'un réseau riche de relations, j'ai Exactement, l'impression. je pense que c'est ça. Bon, fait que finalement, il y a plusieurs... c'est ça qui est soulevé, finalement, c'est que les gens qui se suicident n'ont pas tant envie, finalement, de mourir. C'est beaucoup plus la peur de souffrir, d'être dans une situation où on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il y a trop de problèmes, puis il y a du désespoir absolu. Donc, vraiment d'essayer de toujours montrer aux gens que ils sont écoutés, puis qu'il y a des gens autour d'eux. Là. Je pense que c'est vraiment ça la solution. En terminant, si on a besoin de ressources, est-ce qu'il y a un numéro, un site Internet qu'on peut visiter? Oui, bien, il y a toujours le 1-866-APPEL. Et puis le site suicide.ca, là, toutes les ressources sont là. On peut même clavarder avec des gens en ligne. Puis, il semble-t-il que vraiment ces ressources-là aident parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, une fois qu'ils réussissent à parler avec quelqu'un, qui ont quelqu'un au bout du fil, là, leurs idées passent. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Laurence Godin-Tremblay, le vice-président américain J.D. Vance, a joué au théologien la semaine dernière et suscité toute une dispute sur les réseaux sociaux. Oui, Simon, il a créé un tremblement de terre en renvoyant une doctrine présente chez Thomas d'Aquin, philosophe et théologien du 13e siècle. Il l'a même fait en latin, ce tremblement de terre-là, Ordo Amoris, qu'on traduit par l'ordre de l'amour, de la charité. Alors,
Pourquoi est-ce qu'il est sorti ce vieux concept des boulamites? C'est pour justifier la politique d'immigration de Donald Trump. Mais, parce que l'Ordre de la charité, là, défendu de J.D. Vance, ça commande d'aimer soi-même, sa famille, ses voisins, son pays et ensuite seulement les étrangers. De fait, Charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça. De fait, c'est comme à la mode, là, America First, Canada First, là, on entend ça ces temps-ci. Bon, autant le dire d'emblée, moi, mon édito ne veut pas juger spécifiquement de cette politique migratoire-là américaine, là, mais c'est le principe lui-même qui a retenu mon attention. Est-ce qu'il faut aimer tout le monde égal ou il faut vraiment préférer les gens les plus proches de nous? Est-ce qu'il y a un ordre dans nos affections? Parce que c'est un principe que je trouve tout à fait convaincant, même si c'est vrai qu'on peut mal l'appliquer concrètement, là, surtout dans la complexité du monde politique. Alors, c'est évident pour moi qu'il faut s'aimer soi-même, sa famille, ses voisins et ensuite les étrangers. Bon, par exemple, Simon, je t'aime bien, mais au risque de te faire de la peine, j'aime plus mon mari et mes enfants que toi. Ça me rassure. Ça doit pas être très difficile. Non. Mais tu peux te rassurer, je t'aime plus que James. Parce qu'au moins, on fait partie de la même fraternité dominicaine, toi et moi. Yes! Benjamin, au risque de te surprendre, je t'annonce que j'aime plus mon fils que le tien. Puis c'est pareil pour toi, j'imagine. Imagine nos deux fils là, en train de se noyer dans une piscine. Lequel t'irais sauver en premier? Tu me mets dans une situation inconfortable. Bien, je le savais que tu étais ignoble comme ça puis que tu sauverais le tien plutôt que le mien. Alors, ignoble que je suis. Cette théorie de l'ordre de l'amour, ce qui est assez banal, là, qui est assez de bon sens, a suscité un scandale aux États-Unis, surtout dans le milieu chrétien. C'est devenu un débat plus théologique que politique, finalement. Là. Alors, ce que les gens disent, c'est que ça contredit la Bible et l'enseignement que nous a laissé Jésus-Christ. Alors d'abord, on cite saint Paul qui dit « L'amour ne cherche pas son intérêt ». De fait, tantôt tu l'as cité, là, mais qui est plus égoïste que ceux qui citent « Charité bien ordonnée commence par soi-même hein? ». On va se le dire, là. Après ça, ça justifie les petites journées au spa, le self-love, puis le fait de ne pas faire d'enfants. Ensuite, contre J.D. Vance, on rappelle l'histoire du bon samaritain. Hein? C'est un juif qui s'est fait voler, battre. Les autres juifs, des religieux, passent, l'ignorent, alors qu'un étranger, un bon samaritain, le console et prend soin de lui. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut considérer tout homme comme son prochain. Et certains ajoutent que Jésus a brisé les barrières et les distinctions et qu'il faut aimer tout le monde également, que les étrangers sont devenus nos frères. Mais moi, j'ai connu un vieux prêtre qui disait « Le prochain, c'est celui qui est le plus proche de soi ». Oui, bien c'est sûr que, tu sais, en même temps, il n'a pas aimé tout le monde, là, il a aimé celui qui était dans le fossé. En tout cas. Alors, de même, de fait, quand même, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas cruel d'avoir des préférences? Par exemple, Benjamin qui laisse mon fils se noyer, c'est quand même assez cruel. C'est pas aussi ignoble d'avouer publiquement que je préfère Simon à James, ou America First et Canada First, c'est pas juste de l'égoïsme. Non, mais on tire les conclusions. Je veux dire, tu laisserais Simon se noyer pour sauver ton mari. Oui, c'est ça aussi. Mais je laisserais James se noyer pour sauver Simon, donc en tout cas. Alors, ces objections... C'est charmant, tout ça, hein? Ces objections comprennent mal ce que signifie l'ordre de l'amour. C'est vrai que Thomas d'Aquin, il ne nie pas hein, qu'on est appelé à aimer tout le monde, puis il va écrire qu'on veut la béatitude de tous les êtres humains. C'est vrai que j'aime plus mon fils aussi que celui de Benjamin, puis que j'aime plus Simon que James, mais aimes-tu plus mon fils ou Simon? Là, c'est tout que des questions, là. mais ça signifie pas que je n'aime pas ton fils et ça signifie pas que je n'aime pas Ça veut dire James. que tu vas faire du mal à ceux qui n'arrivent pas en premier dans ta liste. Exactement. Ça veut même pas dire que je considère que mon fils est objectivement meilleur que celui de Benjamin, ni que Simon est objectivement meilleur que James, au contraire. Là. Comment ça, au contraire? Alors, je pense que ça se passe de démonstration. un signe, quand même, qu'on doit aimer certaines personnes, un signe simple, Thomas d'Aquin dit, c'est qu'on se trouverait davantage coupable de leur faire du mal ou de les négliger. De fait, si je nourris pas mes enfants, je vais en prison, mais si je nourris pas les enfants des autres, il y a personne qui va m'emprisonner. Alors, certains, comme j'ai dit, taxent d'égoïsme cette hiérarchie, pourtant évidente dans l'amour, mais je trouve que c'est le contraire, en fait, qui est souvent dans l'égoïsme. Cette prétention à aimer tout être humain également. Alors, moi, je me souviens, à 18 ans, quand je me suis convertie au christianisme, à un moment donné, j'étais dans l'autobus, OK? Puis là, je regardais tout le monde dans l'autobus, puis je me disais, « Wow! Des êtres humains, des enfants de Dieu, comme je les aime, comme je les aime, c'est tellement incroyable! » Mais j'ai même versé une petite larme d'attendrissement ce jour-là. C'est jamais arrivé depuis. Non, mais... Si je regarde ça a posteriori, je me rends compte, c'est pas les gens dans l'autobus que j'aimais, on va se le dire. Ce que j'aimais, c'est l'image de moi en train de me dire que je suis donc bien bonne d'aimer ces gens-là. Puis qu'est-ce que tu as fait concrètement pour ces gens-là?
Rien, c'est ça. J'ai rien fait. Je les ai juste contemplés en me disant que j'étais bonne. Alors, aimer, en réalité, là, ça se fait pas dans l'abstrait. Ça se fait dans la sueur et dans le sang du concret. Parlez-en à Jésus-Christ sur la croix. Mais alors quoi? Jésus, justement, qui s'est sacrifié sur la croix, il n'a pas compris ordo amoris, il faut s'aimer d'abord. Moi qui se lève la nuit pour m'occuper de mes enfants, j'ai pas compris que c'est moi d'abord dont je dois m'occuper. Hein? Je ne fais pas l'ordre dans la charité. Bien, il a sauvé le plus proche en premier. Il y avait le bon larron juste à côté de lui. Là. J'espère que c'était pas ta finale. Mais en fait, je pense que ça revient à poser la question, qu'est-ce qu'on aime chez soi? Tu sais, toi, Simon, qu'est-ce que tu aimes chez toi? Ta cravate originale, tes vêtements, ton corps, ta barbe. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Mon cœur, c'est ça? Ton cœur. Bien, saint Thomas va dire l'âme. Là, il est moins quétaine que toi. OK. Mais il va dire l'âme, c'est-à-dire qu'on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. Hein. Ce qu'on aime, finalement, c'est les activités de notre âme, puis on souhaite le bien de notre âme, éternellement, si possible. C'est principalement l'âme qu'on doit aimer chez nous. J.D. Vance, il n'a pas cité tout de chez Thomas d'Aquin. Il y a un passage où Thomas d'Aquin nous dit même qu'il faut aimer... C'est vrai qu'il faut s'aimer d'abord soi plutôt que son prochain, mais il faut aimer davantage son prochain que son propre corps. Alors, c'est loin d'être une doctrine égoïste pouvant justifier n'importe quelle mesure. Et c'est très profond parce qu'en réalité... on comprend que quand on s'aime soi-même, quand on se sacrifie corporellement pour l'autre, par exemple, quand je me lève la nuit pour m'occuper de mes enfants, je les aime et je m'aime. Le bien commun de la famille ici rejoint mon bien propre. Si je priorisais mon sommeil au détriment de mes enfants, que je les laissais pleurer, puis les laisser dans leur caca puis leur pipi, j'agirais peut-être dans mon intérêt, mais je négligerais l'essentiel de ce que je suis vraiment. Je négligerais mon âme et ma vertu. Je ferais du mal aux autres et à moi-même. En somme, Simon, ordo amoris, est-ce que c'est un bon principe théologique à appliquer en politique? Je pense que oui, même si l'application demande beaucoup de prudence et aussi de ne pas négliger les articles de Thomas d'Aquin qui nous arrangent pas, c'est ça, qui nous arrangent pas toujours. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse pour leverbe.com. Merci beaucoup pour ton édito. Merci. Alors que l'administration Trump menace le Canada de potentiels tarifs douaniers, un mouvement de boycott se lève au pays. Notre question de discussion choisie par Benjamin Boivin cette semaine, allez-vous quitter Netflix pour résister à Trump? James, tu es abonné à Netflix peut-être, toi? Ah, je suis abonné à Netflix, à Disney. Spotify? Non. Non. Apple Music. Apple Music. Je suis quand même en réflexion, mais je suis un peu cynique quand même, parce que je pense pas que les actions individuelles comme ça vont tant influencer le cours des choses. Là. Mais je trouve que des fois, il y a quand même un principe qui veut que acheter, c'est voter aussi. Donc, je pense beaucoup plus par le principe que ce que ça va donner concrètement là, comme action politique, je sais pas. Benjamin, c'est ta question. J'ai oublié de te donner la parole en premier. Est-ce que toi, tu vas entrer dans ce grand mouvement de boycott des produits américains? Ben moi, j'ai pas d'abonnement à Netflix. Je profite, comme bien des gens, de l'abonnement de quelqu'un d'autre. J'espère que Netflix va pas cibler cette chronique, m'identifier et m'empêcher de continuer de le faire. Je pensais que ce n'était plus possible. Eh bien, ce l'est toujours pour moi. Ma belle-mère a un abonnement à Netflix dont je bénéficie par percolation. Et j'ai pas l'intention d'appeler ma belle-mère pour la châtier de poursuivre son abonnement. Dans tous les cas, de savoir si on va boycotter tel ou tel produit, c'est une question particulière. Je veux dire, on peut avoir toutes sortes de raisonnements pour arriver et dire on va le faire ou on va pas le faire. Une des choses qui est utile dans un mouvement de boycott, c'est que généralement, ça se fait à une échelle collective. Et lorsque plusieurs individus s'activent en même temps, ça peut avoir un impact concret sur Ça a marché pour Bud Light aux États-Unis quand ils ont fait le boycott. Vous aviez vu ça? Quand il y a eu une... Explique, Laurence, explique. Ben, quand il avait pris quelqu'un, là, c'était une femme transgenre là, qui avait pris ça pour modèle, puis ça avait fâché aux États-Unis, là, puis tout ça. Il avait boycotté Bud Light, puis de fait, Bud Light a changé beaucoup sa politique commerciale dernièrement, là, ses publicités. Bon, ben c'est ça. Il y a une longue histoire de boycotts qui sont efficaces. Ensuite, moi, je pense qu'au-delà de la question de savoir si on devrait boycotter Netflix ou d'autres produits américains, il y a différentes raisons pour lesquelles on pourrait vouloir le faire. Il y a la guerre commerciale, bon, qui finalement est une drôle de guerre parce qu'elle n'est pas vraiment commencée. Il n'y en a pas de tarifs. Et puis, il y a la question aussi d'Amazon qui ferme qui met fin à plusieurs milliers d'emplois au Québec. Donc, il y a comme un sentiment généralisé de la nécessité de poursuivre une certaine autarcie, une certaine autonomie économique dans la société canadienne, et ça se reflète au Québec également. Au-delà de savoir si telle ou telle mesure est la meilleure, je pense que toute cette histoire-là nous apprend qu'en effet, il est peut-être bon de chercher
à développer les moyens ici, dans nos sociétés. C'est un principe général, c'est pas vrai spécialement du Québec ou de n'importe quel autre pays, de chercher à développer les moyens de vivre de façon plus autonome, puis peut-être aussi de réfléchir aux impacts négatifs d'une société excessivement mondialisée où finalement on est constamment interdépendant d'autres États pour répondre à des besoins qui sont élémentaires, là. Et ça, c'est toute une question, la question de l'autonomie. Il y a par ailleurs, concernant Netflix plus directement, la question de la culture. Je veux dire, au Québec, depuis l'émergence de ces différents services de streaming, comme Netflix, comme il y en a plusieurs autres, on observe de manière marquée une certaine aliénation culturelle chez les plus jeunes générations qui dissociée de la culture traditionnelle véhiculée par les moyens comme la télévision, la radio et tout ça, finalement, sont complètement... ils perdent une relation avec le milieu culturel québécois s'ils font pas un effort actif pour maintenir ce lien-là. Alors qu'à l'époque de la télévision, je veux dire, on y était exposé par la force la structure du système et de son organisation par le gouvernement fédéral par le biais du Conseil canadien de la radiodiffusion. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup une forme d'opportunisme dans toute cette situation-là parce que l'achat local, là, ça fait combien d'années que... C'est pas nouveau, là. Surtout les mouvements plus écologistes nous incitent à faire des achats locaux depuis 10 ans, même plus que ça. Puis ça n'a jamais été un si grand enjeu. Là, tout d'un coup, là, c'est comme si... C'est donc important, c'est quand... C'est comme une épiphanie. Non, mais c'est quand ça joue dans le portefeuille des gens que c'est là que tout d'un coup que les gens sont prêts à changer. C'est drôle, j'ai entendu personne remettre en question leur carte de membre chez Costco, par exemple. Oui, bien c'est ça. Quand c'est des petites mesures symboliques, on veut bien, mais si ça touchait mon emploi, si ça touchait ma voiture, des sommes financières importantes, j'ai l'impression qu'il y a un peu de moraline ou de virtue signaling dans tout ça aussi. Moi, je suis une bonne personne, faite comme moi. Puis on dirait qu'on retombe au temps du COVID où là, on va commencer à se checker les uns les autres. Toi, est-ce que tu es encore sur Netflix? Toi, est-ce que tu es allé aux États-Unis? Bien, il y a des modes. Hein? Là, ça a été la Russie l'autre fois. Là, c'est les États-Unis. Là, c'est ça. Au Québec, on est prompt à faire toujours des mouvements de masse comme ça. Puis aussitôt que quelqu'un ne fait pas la bonne affaire, là, attention. Oui, mais ça tend à monter puis à s'effondrer assez rapidement. Mais bon, ça, c'est peut-être le penchant négatif ou la manière... Ceci dit, il y a des bonnes choses. Moi, je suis bien content qu'on priorise l'achat local. C'est possible que ça ait cet impact-là puis que ça se traduise par une espèce de désolidarisation sociale. Moi, ce que j'espère, c'est voir nos gouvernants, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, comprendre la pertinence de rechercher une certaine souveraineté alimentaire, une certaine souveraineté au niveau des questions énergétiques également. Je pense que c'est pertinent de remettre en question ce modèle d'intégration nord-américain lorsqu'on constate que finalement, par certains aspects, il fait souffrir beaucoup de gens, que ce soit ici ou au sud de la frontière. Ça, c'est ce que tu souhaites, mais ça fait 20-30 ans qu'on nous parle de mondialisation. Et là, ce qu'on accuse Donald Trump de faire, justement, c'est d'aller en sens inverse de la mondialisation, de retourner au protectionnisme. Il me semble que c'est un peu contradictoire de dire « tu ne devrais pas faire du protectionnisme, donc en réaction, nous, on va faire du protectionnisme aussi. On lui donne raison d'une certaine manière. Mais Donald Trump, c'est pas un protectionniste, vraiment. C'est plus un opportuniste. Non, mais... Oui, non, mais c'est vrai que tu as raison là-dessus. Puis aussi, ce que j'allais dire, c'est que, mettons, dans le monde de la nutrition, c'est très clair depuis des années qu'ils disent que le système d'approvisionnement des chaînes alimentaires est déficient puis que la mondialisation nuit beaucoup à tout ça puis qu'on doit revenir vers une souveraineté alimentaire. C'est pas juste des progressistes de gauche. On peut faire feu de tout bois. Il y a des circonstances un peu étranges qui ont lieu actuellement dans le monde politique nord-américain qui peuvent nous permettre de poursuivre des objectifs qui, à mon avis, étaient de soi légitimes et méritoires bien avant que cette querelle-là commence à mobiliser l'électorat québécois. Je reviens sur Netflix. On dirait que c'est sorti beaucoup là, des députés puis des vedettes qui disent qu'ils vont quitter la plateforme Netflix. Et je me faisais la réflexion, j'ai entendu beaucoup de personnes du côté républicain aux États-Unis dans les dernières années attaquer Netflix, attaquer Disney+, qui est une autre plateforme qui est boycottée en ce moment, en disant, les républicains disent que c'est des plateformes woke, démocrates. Est-ce qu'on n'est pas en train, en quittant Netflix, plutôt de faire plaisir aux républicains? J'ai pas l'impression que Donald Trump va changer d'idée parce qu'on attaque ces plateformes-là qui ne sont pas associées à ses idées politiques. Oui, puis là, c'est ces plateformes-là. Puis l'autre fois, c'était X. Puis là, il y a beaucoup de monde aussi qui pense à quitter Facebook parce que Zuckerberg est en train de... Bien, quittons donc Internet, on n'aura plus de problème. C'est ça. On va jusqu'où, je sais pas, là.
Non, ben on peut inviter nos auditeurs à aller lire le numéro spécial technique que le Verbe a produit il y a quelques mois et se convaincre peut-être de la pertinence de remettre en question leur attachement à ces choses-là. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est assez passager puis que finalement, bon, ben c'est comme tu dis, une manière de signaler sa vertu en manifestant son opposition à Trump, la créature la plus détestable en ville dans le discours politique canadien actuellement. J'espère qu'on va pouvoir en tirer du bien et c'est difficile, je pense, d'imaginer un changement dramatique là, de comportement économique, vu les incitatifs généraux qui sont ceux d'une logique mondialisée. Puis la troisième voie, ça serait de faire comme Benjamin, tu sais, de demander l'abonnement à sa belle-mère. Ben oui, c'est ça. Mettre sur sa belle-mère le fardeau, le fardeau financier et la responsabilité morale. Une bonne stratégie. Un mot pour terminer, Laurence? Non, moi, j'ai pas... Ben, ça fait penser beaucoup à l'édito que j'ai fait là, sur Ordo Amoris, c'est clair. Là. Il y a cette idée qu'on va prioriser le Canada puis tout ça, mais en même temps, je pense que c'est la même chose pour vous et moi. Là, et en même temps, on va prioriser aussi nos familles puis le temps qu'on a. Là, fait que je passerai pas énormément de temps, là, je dois vous l'avouer, à regarder si les produits sont canadiens ou américains. Là. Je vais m'occuper de mes 3 enfants. Oui, puis c'est complexe, là, Lay's, comme là, il y a des gens qui disaient que Lay's était américain, mais finalement, Lay's aussi a une usine à Lévis, puis produit avec des pommes de terre de l'île d'Orléans. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de distinctions à faire dans tout ça. Tout est dans tout, le comme on dit. consommateur moyen, ça demande beaucoup de temps et d'énergie de faire toutes ces distinctions. On peut pas tout faire. Alors, est-ce que vous quitterez Netflix? En tout cas, j'espère que vous ne quitterez pas les verbomoteurs. Vous pouvez nous donner votre avis, entre autres, sur la plateforme YouTube. Est-ce que c'est une plateforme américaine, ça? Ouais, c'est une belle question. Hein? Quelle est la réponse? Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@commercial, le-verbe.com. Laurence, tu as visionné un documentaire sur la quête du sens de la vie cette semaine. Ça s'appelle « La vie selon Conk ». C'est ça, j'ai vu ça sur Netflix. C'est très drôle. En fait, c'est une parodie de documentaire de National Geographic. Là. Puis les questions qu'elle pose sont existentielles. Là, le sens de la vie, est-ce que Dieu existe? Elle va rencontrer des spécialistes, des scientifiques, des théologiens, des philosophes. Et elle le fait avec un humour absurde, quelque chose de naïf. Bon, tu sais, qui pourrait donner l'impression d'un certain relativisme, puis d'un certain... comme si on négligeait ces questions-là, puis on en riait. Mais je pense que regarder comme il faut, ça peut faire rire, ramener certaines questions à la surface et nous apprendre aussi des choses. Elle se moque des gens qu'elle rencontre dans le documentaire? Non, je dirais que c'est plus de l'autodérision. Elle se moque d'elle-même, mais c'est sûr qu'on pourrait l'interpréter aussi comme elle se moque de ces spécialistes-là et tout ça, mais c'est plus d'elle-même, je trouve. OK. Alors, on ira voir ou pas cette série sur la plateforme Netflix, selon qu'on boycotte ou pas Netflix. Ça s'appelle « La vie selon Conk » par Philomena Conk. C'est, bon, exactement comme j'ai dit, sur Netflix. On se laisse cette semaine sur le nouveau simple « Back on Road » du groupe de rock indépendant montréalais Half Moon Run. C'est sorti le 31 janvier dernier. Je remercie Barthélémy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. And if that's the way I'm gonna characterize it, I better get myself back on the road. I better get myself back on the road.